Avant de commencer, cette vidéo est rendue possible grâce au soutien de Forgorin, Adventure, Nerwen, Claire et Kern sur Tipeee. Rejoignez-les en me soutenant pour la fin d'année, ça me ferait super plaisir. Lien en haut à gauche et en description. Merci beaucoup. Le Seigneur des Anneaux. Voilà un nom qui a de quoi rendre nostalgique toute une partie des enfants des années 90 grâce au film magistraux de Peter Jackson. When will you wear wigs? Mais avant les animés, les séries, les films, Le Seigneur des Anneaux c'est un livre. Bien sûr, tout le monde le sait maintenant. Mais ce qui se sait un peu moins, et encore j'en suis pas certain, c'est qu'un temps, Tolkien a envisagé une suite au Seigneur des Anneaux. Ouais, une suite. Ok, avec la tour sombre rasée, Sauron réduit à l'état de poussière, un royaume réunifié influent, et la fin de l'âge des elfes. Il y avait quoi dans cette suite et pourquoi elle est jamais sortie? Bien mettez-vous en place, même si c'est court, parce qu'aujourd'hui on va parler de la Nouvelle Ombre, la suite abandonnée du Seigneur des Anneaux. Nous sommes au Gondor. Le roi Aragorn est mort depuis quelque temps et son fils, Eldarion, est monté sur le trône. Le temps s'est tant écoulé depuis la guerre de l'anneau que Sauron, Saruman ou même encore le Mordor ne survivent que dans des histoires dont les événements desquels elles sont tirées sont oubliés depuis bien longtemps. La paix règne du nord au sud, l'armée du Gondor elle soit très éloignée de Minas Tirith, soit assez libre dans les limites du royaume. Il se passe rien en fait. L'un des hauts lieux du Gondor après le couronnement et le règne d'Aragorn, c'est Eminarnen. Car c'est ici que, si vous avez suivi le dernier épisode, Faramir s'en alla s'installer, en vue de Minas Tirith et afin de devenir prince d'Ithilien. Il y avait un homme, il avait été nommé capitaine de la Compagnie Blanche, garde de Faramir. Cet homme se nommait Beregond. Il avait reçu ce poste parce qu'il avait sauvé la vie de Faramir alors que ce dernier allait se faire brûler vif par son père. Jusque-là, c'est assez clair. Beregond eut un second fils qu'il a appelé Borlas. Et c'est l'histoire de ce fils, adulte voire même vieux depuis quelques années déjà, que partira le début de l'histoire. Donc Borlas, le fils de Beregond, et Minarnen, Minas Tirith, c'est très bien tout ça, mais il n'est toujours pas question d'ombre, ou de quoi que ce soit d'ailleurs. On y vient. Borlas est dans son jardin et il discute avec un jeune homme. Le jeune homme en question s'appelle Saelon. C'est pas très important, mais c'est mieux que de dire le jeune homme tout le temps. Ils ont parlé durant un moment, et après Borlas parla d'une ombre qui sera toujours présente dans le cœur des hommes. Il compare ça à un arbre noir dont les branches grandissent toujours. Saelon n'a pas su trop comment répondre à cette affirmation, bien que ça l'ait rendu un peu mal à l'aise. Un souvenir d'enfance où Borlas le Gronde est rappelé entre les deux, mais la conversation n'avance pas trop, et Borlas, là des débats, tente d'échapper à la conversation. Mais Saelon n'en a pas fini. Il ramène habilement le sujet à un point troublant, l'arbre noir dont parlait Borlas. Un symbole lourd de malédiction, de danger, mais très peu connu on dirait. Et là, la tension monte encore d'un cran, parce que Saelon ne s'arrête pas là. Il parle d'une inquiétude grandissante, d'une insatisfaction qui ronge le cœur des hommes depuis la mort du grand roi Aragorn. Les gens changent, ils murmurent, ils regardent les étoiles avec méfiance et ils se demandent si le monde dont ils ont hérité vaut vraiment la peine d'être défendu. Et dans ces murmures, dans cette agitation, un nom revient toujours le même. Erumor. Erumor. Ce nom semble vibrer d'un mystère oppressant, comme un murmure qui traverse les ombres pour s'imprimer dans l'esprit. Mais Borlas, lui, il veut pas juste écouter ces sombres prophéties, il pose la question qui brûle ses lèvres. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces hommes qui chuchotent dans les ombres? Et là, il se produit quelque chose d'étrange. Saelon ne répond pas directement, non. Il joue avec Borlas comme un chat avec une souris. Il lui répond un truc du genre « Dis-moi d'abord, Borlas, comment toi, un vieil homme isolé, connais-tu le nom d'Erumor ?» La tension, la tension! Le silence qui s'étire, Borlas hésite. C'est lequel des deux qui pliera en premier? Mais Saelon n'attend pas.
Il lâche alors une invitation. Ou est-ce que ce serait une mise en garde? Si tu veux savoir, vraiment savoir, retrouve-moi ce soir. À la tombée de la nuit, viens vêtu de noir. Et sur ces mots, il se lève et il s'éloigne, laissant Borlas seul dans son jardin, enveloppé d'une inquiétante solitude. Le nom d'Erumor résonne encore dans l'air, comme un écho qu'on n'arrive pas à chasser. Qui est-il, un simple homme? Une idée? Ou peut-être quelque chose de plus ancien, de plus dangereux? Ce qui est certain, c'est que tout est soigneusement orchestré. On ne parle pas d'Erumor, on chuchote son nom. Et ceux qui chuchotent ne reviennent jamais tout à fait les mêmes. Mais on ne fera que le chuchoter. Parce que c'est la fin. Ce que Tolkien avait brièvement esquissé pour ce futur, c'est vraiment pas un conte de fées. C'est une vision sombre, presque désespérée. Il s'était essayé à une histoire située 100 ans après la Grande Victoire, comme vous avez vu, mais ce qu'il a trouvé, c'était pas un monde lumineux où l'héritage d'Aragorn brillait encore, non. C'était un récit où le plus sinistre des reflets de l'humanité s'imposait, cette incapacité à apprécier le bien lorsqu'il est acquis. Dans ce futur, le peuple du Gondor, qui avait tout pour être heureux, devenait mécontent, agité et étrangement insatisfait. Les descendants d'Aragorn, ces rois nobles et héroïques, fiers représentants de la lignée d'Elendil, ils commençaient à s'éroder. Ils devenaient banals, juste des gouverneurs ou pire encore, des figures distantes dévorées par les mêmes genres de démons qui avaient rongé Denethor. Mais c'est pas tout. Tolkien avait imaginé une ombre insidieuse, plus subtile que Sauron, mais tout aussi corrosive. Au cœur du Gondor prospère, des complots s'échafaudaient, un centre de culte secret s'insinuait dans l'ombre, et ce détail glaçant dans sa simplicité. Les garçons du Gondor qui jouaient aux orques, peut-être pour rire, mais qui en venaient à causer des dégâts réels, c'était un reflet inquiétant d'une société qui dérive. Tolkien avait envisagé d'en faire un thriller politique, un complot sombre, découvert à temps puis renversé par quelques héros, une histoire pleine de tensions, de mystères et ce genre de choses-là, mais pour lui c'était pas suffisant. Ça aurait été juste ça, une intrigue excitante, aucune profondeur mythologique, pas de rappel des anciens contes, pas de rappel des autres récits en fait. Était-ce seulement en Terre du Milieu? Alors il a abandonné. Mais ce qu'il a laissé derrière lui, c'est une réflexion inconfortable. Même dans les meilleurs moments, l'homme reste l'homme, prompt à détruire ce qu'il a de plus précieux. Une leçon que le Gondor, comme notre propre monde, ne cesse de réapprendre. Voilà, j'espère que cette suite, pour frustrante qu'elle puisse être, vous a plu. Un like, un commentaire, un partage, tout ça, comme d'habitude, ce serait le meilleur des cadeaux que vous puissiez me faire pour la fin d'année. Enfin, je remercie encore tous les gens qui prennent le temps de regarder les vidéos jusqu'au bout, de commenter et tout ça. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi et à très bientôt au Terre du Milieu. Ciao!